Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut, c'est Thibaut et on se retrouve dans le Saloon pour une nouvelle émission spéciale consacrée à la filmographie d'un cinéaste. Et ce coup-ci, on s'attaque à un très gros morceau puisqu'on va parler de l'immense William Friedkin. Alors non, le réalisateur ne sort pas de nouveaux films en salle, mais cette fois c'est une actualité locale qui nous sert de prétexte puisque la Cinémathèque suisse propose depuis le 26 août et jusqu'au 30 octobre encore une rétrospective précisément consacrée à l'auteur de French Connection et de L'Exorciste, accompagnée il y a quelques jours de la projection en avant-première du documentaire Leap of Faith consacré à ce dernier film. On en profite donc aujourd'hui pour se replonger dans cette passionnante filmographie, l'occasion de revenir sur les titres incontournables que je viens de citer, mais aussi sur des œuvres moins connues. On va donc décortiquer en détail la carrière de William Friedkin et discuter de son passage par de nombreux genres, de son approche qui lorgne du côté du documentaire, en gros de tout ce qui fait la spécificité de son cinéma et qui en maintient l'influence et l'importance encore aujourd'hui. Et pour ça, on ne sera pas trop de quatre, et ça tombe bien, puisque je suis entouré de mes trois compères habituels. Tout d'abord, celui qui aime tailler la bavette avec des tueurs à gages pendant qu'il conduit son camion chargé de nitroglycérine, Patrick Dantan. Salut Patrick. Salut Thibaut. Boum. Et voilà, déjà fini. Ensuite, celui qui invite ses amis à dîner pour insulter leur mère et leur vomir au visage, Florian Pouplin. Salut Florian. Salut toujours. C'est toujours un succès, en plus. On se réjouit. Et enfin, celui qui aime le cuir et les moustaches et qui aimerait finir ses jours à Los Angeles, Alexandre Caporal. Salut Alex. Salut Thibaut. Alors, je me mets les pieds en éventail aujourd'hui, c'est toi qui anime, c'est ça? Eh oui, ce coup-ci, c'est moi qui suis aux commandes. Moi, je fais rien du tout, quoi, j'attends. Voilà. Tu peux poser les pieds sous la table et c'est parti. C'est toi qui drive. Absolument. Ensemble, on va donc revenir sur 8 films de la carrière de William Friedkin, à savoir dans l'ordre chronologique Les Garçons de la Bande, French Connection, L'Exorciste, Sorcerer ou Le Convoi de la Peur en français, La Chasse, Police fédérale Los Angeles, Bug et enfin Killer Joe. Alors, si vous êtes prêts, William Friedkin en 8 coups, c'est parti. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile. Alors, comme d'habitude, on va commencer par les bases, à savoir le contexte, c'est-à-dire c'est qui William Friedkin, et ce coup-ci, puisque c'est moi qui suis à la barre, c'est toi Alex qui va nous expliquer tout ça. Ouais, lourde tâche. Comment faire pour remplacer le maître du contexte en personne? Mais tu es à la hauteur, j'ai confiance en toi. Bon, alors retournons au tout début, à la naissance de William Friedkin, pour comprendre un petit peu déjà qui il est en tant que personne, en tant qu'homme, en tant qu'humain, avant de parler du cinéaste. Donc William Friedkin, lui, il est né le 29 août 1935 à Chicago. Il a donc 85 ans aujourd'hui, de parents immigrés juifs d'Ukraine. Donc il venait d'Ukraine, lui est né aux États-Unis, il a grandi là-bas à Chicago. C'est une famille plutôt modeste, voire très modeste. Sa maman était infirmière et son papa était un ancien marine qui était un sportif surtout, semi-professionnel dans le softball. Vous savez, c'est ce sport qui est la déclinaison un peu du baseball, mais avec une balle en mousse. C'est du sous-baseball, quelque part, donc sportif. Et puis, à côté de sa carrière sportive, son papa était tenancier d'un magasin de vêtements. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que ça a son importance, en fait, dans la construction de Friedkin, et notamment sur le fait qu'il avait un excellent rapport, en fait, avec ses parents, ce qui n'est pas le cas de tous les artistes et tous les cinéastes. On avait parlé notamment de Tarantino, de Tim Burton, qui, eux, avaient des rapports assez complexes. Ici, lui, William Friedkin, a de très bons rapports, et il vouait même un culte véritablement à sa mère. Quand il en parle, pour elle, c'est comme une sainte. C'est la personne qui lui a empêché en fait de vriller, de devenir un gangster à Chicago, dans les ghettos de Chicago. Et il avait aussi une très grande admiration pour son père qui lui en fait vivait modestement et ne pensait jamais à l'argent. C'est ce que dira Friedkin tout au long de sa vie, qui pensait à s'accomplir lui-même et donc pas véritablement à sa carrière. Ce qui là aussi, bien entendu, aura une influence sur sa manière en fait d'aborder le cinéma.
Alors au début, Friedkin, il pensait en fait, c'est assez drôle, faire comme son père, c'est-à-dire une carrière sportive. Il était fan de basket, et puis il aura d'ailleurs consacré un film au basket un peu plus tard. Mais donc c'est ça à la base son but, et finalement en fait, il dévie assez rapidement. Ouais, on est peut-être passé à côté d'un très grand joueur de basket, qui sait. Ouais, c'est possible. En tout cas, lui, il fera pas d'études supérieures, simplement parce que ses parents n'ont pas les moyens de lui payer des études supérieures. Donc il ira en fait dans des petits boulots, et il commencera ses petits boulots, hasard de la chose si on veut, à la télévision. Il travaillera pour la chaîne WGN 9, n'est-ce pas, donc télévision locale à Chicago. Il travaillera dans la mailroom, et il travaillera aussi donc à l'âge de 18 ans comme coursier là-bas, avant de devenir assistant sur des tournages de live show, et puis sur des documentaires. Et là vient en fait sa découverte réellement du cinéma, qui arrivera assez tard. Justement, lui le dira, c'était pas avant mes 18 ans, parce que on n'avait pas les moyens dans ma famille d'aller au cinéma. Alors, il a eu quelques petites sorties en famille quand il était enfant, mais il ne s'en souvient pas spécialement. Ce qui l'a marqué, c'est quand lui, il était adulte et qu'il a eu l'argent pour se payer ses places de cinéma, il est allé voir un petit film qui passait par là, comme ça, dans un cinéma de Chicago, qui s'appelait Citizen Kane, d'Orson Welles. Et donc là, c'est la révélation. Et c'est vraiment le film qui va lui donner envie de devenir cinéaste, et puis qui va l'habiter pendant toute sa filmographie. Et on y reviendra, je suppose, et notamment le réalisateur du documentaire qu'on a vu à la Cinémathèque, le documentaire sur le tournage Alexandre Philippe. Exactement, qui a tourné ce merveilleux documentaire, et bien raconte en quoi, en fait, Citizen Kane, justement, a été une pierre angulaire. Alors, Friedkin le voit, et puis au moment où il le voit, c'était un matin à Chicago, il est resté ensuite toute la journée jusqu'à la dernière séance à minuit. Il l'a vu 5 fois d'affilée, tellement il était dingue, en fait, et lui-même a du mal à expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là. Il a du mal à raconter vraiment qu'est-ce qui lui a plu dans Citizen Kane. Mais à ce moment-là, il a su, il s'est dit, ok, c'est ça que je veux faire. Je ne sais pas quel métier encore, mais je veux travailler dans le cinéma. Je veux concevoir un film, en fait. Et là se développe sa cinéphilie à Friedkin. Et alors, elle se développera notamment avec 3 grands cinéastes. Donc, on a Orson Welles d'un côté, forcément, avec Citizen Kane, qui sera la première grosse influence de Friedkin. On aura ensuite Alfred Hitchcock, qui sera la deuxième immense influence de Friedkin. Je vais y revenir après, mais il y aura une petite liaison, on va dire, entre Friedkin et Hitchcock, enfin dans le sens ils se sont rencontrés, et il y a comment dire, il voue un culte aussi à Fritz Lang, donc il lorgne un peu du côté du cinéma européen. Et là pour le coup il y aura rencontre aussi. Et là il y aura rencontre parce qu'il y aura même un film documentaire, donc une interview en fait avec le maître du film noir Fritz Lang, donc et puis il voit un autre culte aussi à Henri-Georges Clouzot. Voilà, c'est le 4e. J'en cite 3 vraiment majeurs, mais si on doit en citer un 4e, c'est Henri-Georges Clouzot, parce que notamment avec Les Diaboliques, qui l'influencera dans le thriller et dans le cinéma horrifique, et puis Le Salaire de la peur, bien sûr, dont il fera le remake plus tard avec Sorcerer. Donc voilà un peu la cinéphilie de Friedkin, et puis il fera ensuite ses débuts derrière la caméra dans le documentaire. C'est ça, il passe pas tout de suite par la fiction. Absolument pas. Le documentaire, et puis là se fondra en fait tout son style, parce que Friedkin est populaire pour être un cinéaste qu'on qualifie justement de très influencé par le style en fait du documentaire, par l'ultra-réalisme dans ses films, et notamment ses premiers, French Connection et L'Exorciste aussi. Et donc là, il signe son tout premier film, c'est en 1965, ça s'appelle The People vs Paul Crump, et où en fait c'est un documentaire sur un prisonnier noir qui est condamné à mort. Friedkin à l'époque était convaincu de son innocence, et du coup il voulait comprendre, et là aussi dans ce film déjà s'imposer contre la figure de l'autorité, donc contre la justice, contre la police, contre tout ça. Finalement il avouera quelques années plus tard qu'il pense être intimement convaincu de sa culpabilité au final. Donc c'est assez drôle en fait ce démarrage avec ce documentaire là. Documentaire qui aura quand même un sacré impact surtout. Absolument. Je sais pas ce que tu voulais rajouter là. Mais... Non, parce qu'en fait le documentaire a eu une influence directe sur l'affaire en elle-même, puisque à sa vision finalement, enfin l'idée de ce documentaire c'était de mettre justement en lumière les défaillances de l'enquête policière, et ça a finalement entraîné la réévaluation du dossier de ce Paul Crump, qui a finalement vu sa sentence commuée en peine de prison à vie plutôt que la peine de mort. Tout à fait.
Tout à fait. Donc là, son tout premier film. Et puis après ça, bien sûr, il va tourner de plus en plus de documentaires pour la télévision. Et puis la consécration, elle arrivera au moment où il sera envoyé à Hollywood pour tourner un épisode de la série Alfred Hitchcock Presents, qui était diffusé sur CBS et NBC. Et puis... Donc c'était le tout dernier épisode de cette saison de la série Alfred Hitchcock Presents. Donc Alfred Hitchcock est là, bien entendu, Friedkin le filme, et puis Alfred Hitchcock lui fait une réflexion. Donc ça, c'est une anecdote très connue, des gens qui connaissent Friedkin et puis des cinéphiles qui sont adeptes de son cinéma. Je vais rien vous apprendre ici, mais peut-être que les autres, vous allez sourire. C'est que Alfred Hitchcock, à ce moment-là, lui avait fait une réflexion sur le fait que Friedkin ne portait pas de cravate. Oui, parce que Hitchcock lui-même venait toujours sur le plateau en costume. Absolument. Et Friedkin, lui, est connu pour justement être un peu contre la norme, quoi. On va dire anticonformiste aussi dans son cinéma. Et donc Alfred Hitchcock le reprend, lui disant pourquoi t'as pas de cravate, tous les cinéastes ont une cravate. Et ce qui est drôle, c'est que Friedkin lui rendra la balle au moment où il recevra l'Oscar, où il me semble que c'était une autre soirée de justement où des cinéastes recevaient un prix. Et puis Hitchcock était au premier rang, et quand Friedkin a reçu son prix pour French Connection, il lui a dit « How do you like the tie, Hitch ?» Et donc, comment tu aimes la cravate, Hitchcock, alors qu'il portait un nœud papillon. Une petite revanche. Et sauf que, alors Friedkin s'en marre encore aujourd'hui, en rigole, parce qu'il dit, à ce moment-là, Hitchcock a fait une tête en disant « Mais c'est qui ce gars-là ? Je me souviens plus du tout qui c'est, quoi. » Enfin voilà, donc sa carrière commence à Hollywood à ce moment-là. Il va rentrer dans la fiction avec sa toute première fiction pour le cinéma en 1967. C'est une comédie musicale qui s'appelle Good Times. Et ensuite, il va faire, déjà à cette époque-là, des adaptations de pièces de théâtre avec The Birthday Party ou Boys in the Band, dont on va parler après. Et une adaptation de bouquins aussi, là aussi, adaptation théâtrale, adaptation de bouquins qui vont rythmer toute sa filmographie, avec The Night They Raised Minsky's. Avant, du coup, d'atteindre la gloire et le sommet de sa carrière, dans les années 70, avec French Connection, 5 Oscars, dont celui de meilleur réalisateur, gros succès critique et public, et The Exorcist surtout, immense succès public, on y reviendra après. Et là, ça l'impose comme justement une figure en fait du nouvel Hollywood aux côtés de Coppola, Scorsese, De Palma, Cimino, etc. Et donc, pourquoi Nouvel Hollywood ? Parce que Friedkin est connu pour aussi avoir cette liberté formelle, cet anticonformisme à Hollywood, et aussi pour faire des tournages de dingue. Je pense qu'on y reviendra, et notamment avec L'Exorciste et Sorcerer, et de pousser les acteurs à leur maximum. Et après les années 70, on va y revenir tout au long de notre émission. Carrière en dents de scie, avec énormément d'échecs commerciaux, beaucoup d'échecs critiques aussi, et très peu de films depuis le début des années 2000. Voilà. Et donc aujourd'hui, il a 85 ans, et je me réjouis d'en parler longuement avec vous. Oui, on se réjouit tout pareil. Merci Alex pour cette petite mise en bouche. Alors comme d'habitude, on va, avant d'attaquer les films proprement dit, on va peut-être faire un petit tour de table pour que chacun raconte un petit peu sa rencontre avec Friedkin et son rapport avec sa filmographie. Je sais pas, peut-être Patrick, pour commencer, quel a été ton premier contact avec William Friedkin ? Alors mon premier contact a été assez difficile en fait, parce que c'est un cinéaste dont j'entendais beaucoup parler, on entendait beaucoup parler de ses films. Mais j'ai eu de la peine en fait à pouvoir les voir, parce que soit j'avais pas l'âge, par exemple quand L'Exorciste est sorti, et ensuite les films suivants, ils étaient finalement assez mal distribués, que ça soit au cinéma ou même en DVD ou en Blu-ray. Et encore aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont très difficilement trouvables en support et donc physique. c'est un réalisateur dont j'avais toujours ces titres de films, je me disais ça c'est des films qu'il faut que je voie, etc. Mais sans avoir la possibilité de les voir dans l'immédiateté. Des fois, je les oubliais, tout d'un coup, pauvre, je tombais sur un DVD dans un bac au solde, quelque part, dans un magasin. Friedkin, allez, je le prends, c'était l'occasion de le voir. En fait, moi, le premier film que j'ai vu, c'était L'Exorciste, mais c'était à la télé, quoi. Donc, je l'ai découvert à la télévision, lors d'une des nombreuses diffusions du film. Le seul film de Friedkin que j'ai pu voir au cinéma lors de sa sortie, c'était Police fédérale Los Angeles. Donc on est déjà au milieu des années 80, comme ça un petit peu. 85. Ouais. Et puis du coup, après, même les films suivants, ils ont été assez peu distribués en Suisse, en l'occurrence aussi. Donc c'est des films que j'ai tout découvert après via DVD, Blu-ray, ce genre de choses-là. Mais c'est toujours été
des films dont on entendait parler et qui faisaient partie des films où je me disais ouais, il faut vraiment que je puisse les voir, quoi. Donc il y avait vraiment cette envie, cette attente de découvrir ces films avec peu de possibilités de le faire, quoi, souvent. Florian, toi, ton premier contact? Alors, mon premier contact, c'était lors de l'Expanded Director's Cut de L'Exorciste, qui était sorti en salle en 2000. Il y a effectivement eu plusieurs versions différentes. Voilà, mais celle-là, c'est la version un peu définitive, adoubée par Friedkin lui-même. Et elle était ressortie en salle. Il y avait eu une séance unique dans le bled où j'habitais quand j'avais 14 ans, donc. Et j'étais très content de voir ce film, puisque c'est un des premiers films quand on commence sa cinéphilie. Enfin, moi qui l'ai commencé vers les 11-12 ans, qu'on voit venir assez rapidement. C'est vraiment un film qu'il va falloir voir un jour dans sa vie. Ah, t'as vu ça à 11-12 ans, toi? Non, j'en ai entendu parler à 11-12 ans. Ouais. Et j'ai eu la chance qu'à 14-15 ans, il ressorte en salle avec ce nouveau cut. Je n'avais évidemment pas vu le cut original, mais j'avais été très, très, évidemment, complètement impressionné, complètement, je dirais pas choqué, mais quand même un petit peu, marqué à vie en tout cas par cette première expérience, notamment ce putain de coup de téléphone qui m'avait fait sursauter sur mon siège. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Quand le prêtre reçoit le Jason Miller se retourne. Voilà, exactement. Ouais. Ouais. Où sur le tournage, Friedkin avait tiré un vrai coup de revolver pour faire réagir le. Voilà, ça a aussi marché avec moi donc. Et après ça, je l'ai un peu perdu de vue parce que c'était l'époque où je voulais bouffer du film sans vraiment voir qui était le réalisateur. Et c'est bien plus tard que j'ai un peu touché d'autres films de lui et que j'ai commencé à les raccorder. Puis donc voilà, j'ai à peu près tout vu après et ça a toujours été quelque chose toujours des expériences assez fortes, puisqu'évidemment c'est excessivement crédible et que c'est un des seuls réalisateurs qui arrive à ce niveau-là de crédibilité, mais ça je pense qu'on va en reparler aussi. Je peux juste rajouter un truc par rapport à L'Exorciste, puisqu'on a à peu près le même premier film Ouais. qu'on a découvert. C'est marrant On va parce que peut-être tous toi, l'avoir, hein. toi, J'en ai bien peur, ouais. Toi tu l'as vu en salle comme ça lors d'une réédition. Moi ça faisait partie en fait un petit peu d'un film d'horreur parmi toute la vague de films d'horreur qui sortaient en vidéo, VHS, à l'époque dans les années 80. Puis c'était un petit peu, il y avait Shining de Kubrick aussi qui était dans cette configuration-là, mais il était au milieu de ça et puis des Vendredi 13 ou de ce genre de trucs. Donc j'ai eu une approche presque un peu biaisée dans la façon d'aborder L'Exorciste par rapport au film, j'ai envie de dire. On peut pas critiquer non plus le cinéma de genre, j'adore ça aussi. Mais voilà, il était un peu noyé dans une masse qui le différenciait pas d'autres types de films de genre, en fait. Et Alex, du coup, si je comprends bien, c'est aussi L'Exorciste. Absolument, mon ami. Ouais, non, gros choc d'adolescent, mais j'en parlerai un peu plus en détail quand on abordera le film. Mais c'est comme ça que j'ai découvert Friedkin sans savoir, en fait. Parce qu'à cette époque-là, j'étais ado, je devais avoir 13-14 ans, et puis je me souciais pas vraiment. Je ne savais pas encore qu'il y avait des gens qui faisaient les films. Exactement. J'avais des cinéastes derrière, tout à fait. Et puis ensuite, j'ai découvert vraiment Friedkin sur le tard, justement en revoyant, en fait, adulte, L'Exorciste, en étant toujours aussi effrayé d'ailleurs. Et puis, c'est là que j'ai découvert French Connection et Sorcerer, donc deux grosses baffes, avant de me plonger en fait dans sa filmographie bizarrement cette année. J'ai vraiment commencé à m'intéresser à lui cette année, puis après bien sûr pour l'émission, voilà. Et puis en fait, Friedkin, ce qui est drôle, c'est que c'est un cinéaste que j'ai adoré découvrir à travers les making-of, justement, que ce soit L'Exorcist, French Connection, Sorcerer ou bien Police Fédérale. C'est un gars que j'adorais écouter parler en fait, à travers les making-of ou les documentaires, parce qu'il y en a eu aussi plusieurs sur lui. Il s'écoute beaucoup parler aussi. Hein. Oui, et j'ai adoré en fait. J'ai adoré parce que il a ce côté justement grande gueule, anticonformiste dont je parlais, un peu punk sur les bords, très vraiment sale caractère, et puis vraiment ce côté un peu enfant terrible qui veut déranger, qui a un langage cru, franc, qui dit des fuck et des shit dès qu'il peut. Enfin voilà, et vraiment grande gueule et plein d'humour aussi. Et ça j'adore. Et il avait une manière de parler de son cinéma, et notamment justement de cet ultra réalisme en fait qu'il essaye de toucher, parce que je pense que voilà, on peut parler de ça, de cette technique de documentariste, où il avait aussi cette volonté à chaque fois de tirer le fantastique en fait de l'ordinaire, donc à travers la technique du documentaire et de l'ultra-réalisme, mais vraiment de puiser ça. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié chez lui en fait, c'est que dans ses films, même s'il y avait cet ultra-réalisme, mais en fait je voyais quelque chose d'extraordinaire dedans. Je voyais quelque chose de
vraiment de très cinématographique et de plus gros en fait que la réalité, qui me portait totalement. Et là-dedans, en fait, il m'a complètement saisi, quoi. Et j'ai vraiment apprécié énormément découvrir sa filmo, quoi. Ouais, bah je suis assez d'accord. Je pense que c'est ça qui fait sa particularité. Enfin, pour partager aussi ma première fois à moi, n'est-ce pas, sans être très original, c'est aussi L'Exorciste, mais qui aurait été pendant très longtemps une espèce d'arlésienne, parce que j'en entendais parler gamin, notamment par mes parents qui en parlaient comme l'un des films les plus flippants de l'histoire. Enfin, ça avait l'air vraiment de les avoir marqués. Donc moi, tout gamin, ça m'intriguait un peu, mais évidemment que j'étais trop jeune pour voir ça, et je l'aurais vu des années plus tard, finalement, en me prenant évidemment une baffe et en enchaînant après avec French Connection, et voilà, en creusant un peu plus sa filmographie. Et effectivement, comme tu le dis, je pense que ce qui fait l'intérêt de ce cinéaste, c'est que pour moi, c'est un de ces cinéastes du Nouvel Hollywood qui aura le mieux su utiliser tout ce style, tout cet aspect très ancré dans le réel, tournage en dur, tout ça, pour vraiment transcender le cinéma de genre. Parce que beaucoup de films du Nouvel Hollywood lornent plus, on est plus du côté de la nouvelle vague, et où on est vraiment on s'éloigne un petit peu du genre la majeure partie du temps. Là, on aborde vraiment frontalement du film d'horreur, du polar, etc., mais avec effectivement cette approche documentaire qui vraiment travaille la chose, et aussi avec, au niveau des thématiques, une exploration de l'ambivalence morale et de ce que c'est le mal. Enfin voilà, on aura aussi l'occasion d'en discuter, mais qui est aussi très intéressante. Je ne sais pas si vous avez une réaction à ce sujet. Quelque part, il y a aussi un regard sur le monde, sur la société telle qu'elle fonctionne, qui est assez ahurissant, puis c'est un coup de massue, quoi. Enfin, je trouve qu'en traversant la filmographie de Friedkin, on a un aperçu du monde qui est assez sombre, quoi, assez rude, parce que bien entendu, il y a la présence du mal, mais à travers ça, il y a aussi des questions morales, sociales aussi qui se posent, et ça amène beaucoup de richesse aussi au genre, justement. Et ça, c'est très intéressant, la façon de traiter, de prendre des personnages aussi qui sont souvent un peu borderline, ce genre de choses et tout. C'est vraiment, je trouve qu'il y a une noirceur chez Friedkin, une présence du mal. Très peu de happy end quand même. Ouais, très très peu, même. Il y en a un d'ailleurs, lequel, je sais plus là. Mais enfin, selon lui, L'Exorciste se termine sur un happy end. Mais voilà, donc ça amène aussi quelque chose qui est très intéressant puis très fort, quoi. Vraiment, cette exploration du côté sombre en fait de l'être humain et de l'humanité tout entière, ces confrontations morales, cette exploration du vice aussi et du péché, et notamment ce rapport aussi à la foi. En fait, c'est un cinéaste, je pense, qui me plaît aussi énormément, parce que dans ces thématiques, pas du tout formellement, mais vraiment dans ces thématiques, il me fait penser à Scorsese en fait. Et je pense que il y a beaucoup de similitudes entre les deux, justement sur ce côté exploration du bien et du mal. Et la foi aussi, la foi qui revient souvent, qui habite tout le cinéma de Scorsese, et Friedkin qui est toujours aussi sous-jacente. Alors, exploration frontale avec L'Exorciste, bien entendu, mais qui est toujours là quelque part, et lui aussi, en tant que personne, garde un peu cette ambivalence-là aussi sur sa propre foi. Et je pense, c'est ça aussi qui me passionne énormément. Ouais. C'est ce qu'il dit. Enfin, je crois qu'il y a une de ses citations qui le résume le mieux lui-même en tant qu'homme et son cinéma, c'est une de ses déclarations dans le documentaire Friedkin Uncut, qu'on vous recommande aussi. Enfin, c'est la toute première réplique qui dit pour moi, les deux figures les plus intéressantes de l'histoire de l'humanité, c'est Jésus et Hitler. Et il dit il y a du bien et du mal dans chacun de nous, et en moi-même, et voilà. Et c'est ça qu'il explore finalement dans ses films, c'est l'ambivalence de tout ça, Florian. Oui, alors moi, j'irais aussi plus d'un point de vue de la philosophie, en fait, où ce que j'apprécie énormément chez lui, c'est l'acceptation de l'absurdité de l'existence, que dans ses films, il ne cherche jamais à expliquer quoi que ce soit. C'est d'ailleurs un attrait très très important chez lui, en tout cas personnellement, c'est-à-dire qu'il y a du mystère partout, et il ne cherche pas à expliquer, en fait. Et personnellement, moi je suis complètement d'accord avec cette vision du monde qu'il a aussi, qui est très camusienne, comme ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas. Enfin voilà, je pense qu'il doit être fan de Camus et de Dostoïevski. Enfin, vu que c'est quelqu'un de très intelligent et de très cultivé également. Et je trouve qu'il parle, qu'en sous-texte, il parle de ça dans toute sa filmographie, et qu'il en parle très bien.
et toujours avec des facettes différentes, mais toujours ce constat que, d'ailleurs, il le dit dans ce documentaire Leap of Faith, que on est tout seul, on meurt tout seul, et entre deux, on fait un peu ce qu'on peut, comme on peut. Il y a du bien, il y a du mal, on essaye de genre gérer ça. Ouais. Et ça, c'est vrai que ce sont des thématiques, mais universalistes et existentialistes aussi. Et moi, c'est quelque chose qui me parle énormément chez lui, et au-delà de tout l'ego qu'il peut avoir, je le trouve très humble quand il parle de ça, en tout cas. Oui, parce qu'il est très dur avec les autres et avec lui-même. C'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que toutes ces thématiques sont vraiment des choses, je pense, qui nous touchent personnellement et qui vont au-delà justement de la virtuosité aussi formelle qu'il a, parce qu'on parle de son talent de cinéaste en tant que de documentariste, de touche documentariste, mais c'est un virtuose, c'est-à-dire que vraiment, mais c'est un vrai metteur en scène. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui adapte à chaque fois, comme je l'ai dit en introduction, soit des pièces de théâtre, soit des écrits déjà, soit des scénarios déjà fournis, soit qui va s'inspirer de faits réels et de mémoires de certaines personnes, notamment de flics, etc., pour Cruising ou French Connection ou d'autres, pour lui les transformer dans son cinéma. Mais donc, l'idée de base ne vient jamais de lui. C'est vraiment quelqu'un qui va transformer ça en langage cinématographique avec une virtuosité hallucinante, parce que je pense que s'il nous capte aussi, au-delà de toutes ces thématiques et tout, si on se souvient de Sorcerer, si on se souvient de French Connection, c'est qu'on a sué des fesses sur nos sièges, quoi. C'est ça qui est dingue. C'est un art du montage, de la découpe, de la mise en scène de l'action qui est vraiment absolument incroyable. Et cette plongée aussi, et je vais vous laisser peut-être réagir à ce que je viens de dire, mais cet ultra-réalisme qu'il pousse aussi à chaque film, en fait, à nous plonger dans un univers particulier. Et qui sont souvent des univers un peu glauques, un peu underground, un peu crades, comme ça. On a l'univers des bars gay SM avec Cruising, on a l'univers de la jungle avec Sorcerer, on a l'univers de justement les banlieues et autres, et le milieu des flics avec Police fédérale et puis French Connection. Et à chaque fois, il a cette manière de nous plonger, de nous faire nous sentir nous-mêmes à l'intérieur même de l'univers. Comme s'il réalisait un documentaire sur ce milieu-là. Il fait des recherches absolument folles à part ça. Hyper poussées, ouais. Hyper poussées. Parce qu'il dit souvent qu'il cherche la spontanéité sur le tournage, en tout cas, mais il parle très peu du fait toute la préparation parce qu'en fait, pour lui, ça doit être complètement naturel, parce qu'il est passionné par n'importe quel thème qu'il va aborder ou n'importe quel univers, comme tu disais, Alex, et il fait une préparation de fou. Il y avait un de ses conseillers sur French Connection et sur beaucoup d'autres films. Mais lui, il l'admettra jamais. C'est ça. Qui était un ancien flic et qui disait que avant de commencer le tournage de French Connection, il était allé faire des descentes avec ce flic-là, qu'il avait arrêté lui-même des gars, et que avant de commencer le tournage, Friedkin était devenu un flic, en fait. Et il dit ça dans Friedkin Uncut. Ouais. Et donc ça, c'est un truc que lui ne dira pas, mais qui se sent complètement. Parce qu'en fait, quand il arrive aussi préparé que ça, n'importe quoi qui va tourner sera bon, en fait, parce qu'il l'a en lui. Ouais, et il saura le dire aux autres, à ses acteurs, à ses techniciens. Mais ça, pour lui, c'est normal en tant que documentariste, parce que c'est un devoir de savoir ce dont tu vas parler, en fait. Et il dit, c'est ça qui est assez fou. Après, moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport au fait qu'il prenait des matériaux qui étaient préexistants, et puis qu'il se les appropriait. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui traverse tous les films où on arrive très bien à voir. Je vais pas appeler ça des tics de réalisation, mais en tout cas des obsessions, des façons de raconter, des choses formelles, stylistiques, qui, quelle que soit l'histoire, se retrouvent d'un film à l'autre, quel que soit l'univers dans lequel se passe, la chose se retrouve. Ce sont des choses qui reviennent de manière récurrente. Et ça, c'est vraiment le signe d'un auteur, c'est-à-dire sa capacité à absorber des sujets et à les rendre par rapport à sa vision et ces choses-là. Et je trouve même qu'il y a certains films qui sont peut-être sur des scénarios qui peuvent paraître peut-être plus banals, ou qui, dirigé par un autre, n'aurait pas cette ampleur-là, et qu'il arrive à transcender par justement ses habitudes stylistiques. Ouais. Et ça, c'est très intéressant, et c'est vraiment le signe d'un grand auteur, quoi. Ouais.
Voilà, moi je crois que le tour général a bien été fait. Là, on a bien posé le cadre. non, je voulais rajouter non, quelque mais alors chose. attends, qu'est-ce qu'on trépine là? qu'est-ce qu'il y a, Alexandre qu'on attaque Non, mais- le vif du sujet. Absolument, non, mais rajouter juste une dernière chose sur la spontanéité dont parlait Florian, sur le fait que lui se dédouane tout le temps en disant mais non, c'est naturel, c'est comme ça, machin. Et puis il va jamais dire à quel point il prépare en fait les choses. Ouais. Parce que lui d'ailleurs, dans chaque documentaire qu'on peut voir de lui, dans les making-of et tout, il dira toujours que lui, il est partisan de la one cut en fait. C'est-à-dire on fait une prise et puis c'est prise. comme ça. Et c'est la première prise qui est bonne parce qu'elle a la fraîcheur, la spontanéité que n'aura pas la deuxième, ni la troisième, ni la 100e prise. Et puis du coup, voilà, il y a ce côté-là où tu te demandes, tu te dis ouais, mais vraiment à quel point? Parce que vraiment, s'il fait que ça, c'est que du coup de génie. Bullshit. Et, ouais, bah, un peu Ouais, un peu, bullshit. hein. Et notamment gros bullshit aussi, pardon, mais avec ses acteurs, parce que disons-le aussi, et c'est là où je voulais terminer, c'est que on pouvait pas terminer ce tour d'horizon de Friedkin sans parler de sa direction d'acteur, parce que c'est un directeur d'acteur absolument fabuleux dans chaque film dont on va parler, mais les acteurs donnent le maximum d'eux-mêmes. C'est Et il les dirige hallucinant. tout en douceur. Oui, ça aussi Il est très aimable avec on pourrait eux. revenir, voilà, les quelques manières de faire un petit peu douteuses. Mais disons que là aussi, quand on lui pose la question, on lui dit mais comment vous faites? Il dit c'est le casting, c'est tout. Tout se passe au casting. À partir du Après, moment où c'est un film est naturel. bien casté, Voilà, mais- les personnages Et là, on jouent se dit d'eux-mêmes. bullshit aussi, Il quoi. n'a pas entièrement tort non plus. C'est vrai, mais franchement, excuse-moi, ça. Il n'y a pas que ça. Il y a de la mais- direction d'acteur, c'est obligé. Oui, parce que oui, pour bien sûr, obtenir bien sûr. ce qu'il obtient, c'est. Oui, je pense qu'on aura d'ailleurs 2-3 anecdotes assez croustillantes Absolument. à ce sujet-là.